Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. C'est le premier épisode de l'année 2021, je suis hyper heureuse de vous retrouver avec une nouvelle série. Cette fois-ci, ce sera une mini-série en partenariat avec la BPI où j'aurai l'occasion d'accueillir des jeunes docteurs qui se sont lancés dans l'aventure intrépide de l'entrepreneuriat après leur doctorat. Aujourd'hui, sans plus attendre, on accueille Juliette Fernandez. Juliette est docteure en virologie-immunologie et elle est actuellement en pleine maturation d'une future start-up. On va donc se lancer dans une discussion hyper intéressante autour du doctorat et de l'entrepreneuriat, comme vous l'aurez deviné, mais à la particularité que Juliette a eu un parcours un peu atypique avant sa thèse. Donc je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de faire ce podcast Bien dans ma thèse. Bonjour Mathilde, pas de problème, avec plaisir. Alors pour commencer, comme tous les autres invités, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire. Pourquoi tu as fait un doctorat ? Est-ce que c'est venu par hasard ou est-ce que c'était vraiment une volonté depuis toujours de te lancer dans un doctorat ? Moi, j'ai eu un bac S. J'ai ensuite été en fac de médecine. Comme la majorité des étudiants en médecine, en fait, j'ai pas eu le concours. Et du coup, ensuite, je me suis orientée vers. Puis il y avait aussi le système de fac, je pense, qui me convenait pas vraiment. Du coup, je suis partie faire un DUT, donc beaucoup plus technique. J'ai fait mes 2 ans, ça s'est super bien passé, mais je me suis quand même dit, voilà, j'ai pas envie d'être juste technicienne de laboratoire d'analyse. Donc, j'avais entendu parler des licences professionnelles en alternance. Donc, je suis partie à Paris faire une licence pro en chimie analytique. Du coup, j'ai bossé pendant 1 an en même temps. Ensuite, pendant cette formation-là, en fait, on avait une formation professionnelle qui est venue se présenter un petit peu. Donc, c'est une formation professionnelle qui se déroule à Lyon, qui consiste à 3 mois de formation en biotechnologie, gestion de projet, management de la qualité, et un an complet de stage dans l'industrie, avec des partenaires comme Sanofi, Biomérieux, donc des grosses boîtes, avec pour but d'intégrer les départements de recherche et développement dans ces boîtes-là. Grâce à cette formation, j'ai intégré Biomérieux, donc qui est une société de diagnostic en biotechnologie. J'ai travaillé pendant 1 an comme technicienne. Et en fait, à la suite de cette expérience professionnelle, je commençais à chercher du boulot. Et j'ai trouvé un emploi dans la recherche publique à Paris, à l'Institut Pasteur, comme ingénieur d'études. J'ai intégré une équipe de virologie, donc qui travaillait sur le VIH. Et en fait, le milieu, la façon de travailler, etc., ça s'est super bien passé. C'était hyper dynamique. En même temps, il y avait le côté on fait de la recherche pour des malades derrière, etc., qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis restée dans cette équipe pendant 5 ans en tant qu'ingénieur, sachant que le laboratoire, donc ma chef a déménagé ensuite dans un autre labo parisien, je l'ai suivi. Et pendant cette expérience-là, en fait, très rapidement, au bout d'1 an en poste, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais faire une thèse, t'as les compétences, t'as les capacités, pourquoi tu t'arrêtes là ?» Et il y avait aussi le côté de la fameuse loi Sauvadet dans la recherche, qui fait qu'au-delà de 5-6 ans, on est gentiment invité à aller trouver un boulot ailleurs. Et donc ça cumulé, et puis avec le soutien de ma chef, je me suis dit pourquoi pas. Donc on s'est mis d'accord. J'ai fait
pendant ma 5e année de contrat, j'ai fait une validation des acquis de l'expérience, une VAE, en fait, pour valider l'expérience professionnelle par l'obtention d'un diplôme. Et du coup, j'ai obtenu un master 2 en immunoviraux en même temps que j'étais au labo, donc avec un rapport, une soutenance devant des jurys de master et voilà. Et c'est grâce à ça que j'ai pu ensuite postuler pour avoir une bourse de thèse et commencer ma thèse. Du coup, après 6 ans d'ingénieur d'études, j'ai commencé ma thèse, toujours en virologie, toujours avec la même chef. Donc, on peut dire que ma thèse s'est très bien passée, étant donné que je connaissais aussi très bien l'équipe dans laquelle j'allais bosser. Donc, forcément, ça aide un peu par rapport à des doctorants qui ont juste fait un stage avant ou qui débarquent dans une équipe. Moi, je savais où je mettais les pieds et donc le niveau intégration, boulot, etc., ça s'est très bien passé, les relations avec ma chef. Ça s'est passé comment? Tu as dû postuler à l'école doctorale pour trouver ta bourse doctorale ou vous avez trouvé d'autres financements comme des financements régionaux ou type ANR? Tu étais sous quel financement finalement? On a fait des demandes de financement à une association, l'association SIDAction, qui propose des bourses de thèse et des financements pour les post-doctorants aussi. Sur le thème de la recherche sur le VIH, SIDA. Ils font aussi, par contre, ça c'est super bien parce qu'on n'y pense pas forcément, SIDAction finance aussi pas mal de thèses en sciences humaines et sociales par rapport à la thématique du VIH-SIDA. Il y a un réseau comme ça de doctorants SIDAction où on a des interactions entre doctorants très recherche fonda et sciences humaines, donc des gens qui étudient les populations affectées par le VIH, que ce soit dans les pays développés ou en Afrique, enfin voilà quoi. Donc c'est une bourse de thèse. Non, je suis pas passée du tout par l'école doctorale, quoi. Alors, au niveau de ton quotidien de thésarde, d'ancienne thésarde, déjà, est-ce que tu peux nous dire quel était l'intitulé de ton sujet, comment ça s'est passé et à quoi ressemblait ton quotidien dans ton laboratoire? Alors, mon sujet de thèse, c'était l'étude des déterminants viraux et cellulaires de la décapsidation et de l'import nucléaire du VIH-1. Donc, c'est hyper spécifique. Avant, j'ai bossé sur plusieurs projets relatifs à l'étude de l'infection par le VIH-1 dans les cellules avant ma thèse. Et il y avait un projet qui avait émergé avec ma chef sur une idée aussi très appliquée et qui collait parfaitement avec mon profil de voilà, j'ai été ingénieure pendant longtemps, enfin j'ai commencé technicienne avant ça, ingénieure et donc du coup on a essayé de trouver un sujet de thèse qui pouvait allier le côté recherche fonda et quelque chose de beaucoup plus appliqué. Du coup, j'ai fait du développement technologique pour mettre au point un test de détection et de quantification de l'infection. Et en parallèle, j'ai aussi bossé sur des projets un peu plus fondamentaux. On a identifié des partenaires de l'infection, etc. Donc, au quotidien, dans le labo, ça se passait très bien. J'avais la chance d'avoir une relation assez privilégiée avec ma chef, puisqu'on se connaissait depuis très longtemps et qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. J'avais aussi, elle m'a permis d'être de plus en plus autonome au fur et à mesure des années, et encore plus pendant ma thèse, pour mener mon projet, tester mes idées, etc. Ça ressemblait un peu à quand tu étais ingénieur, finalement, à tes 5 années de travail avant, ou tu as senti quand même une différence? J'ai été beaucoup plus, on va dire, pendant la thèse, j'ai vraiment senti que je m'appropriais plus le sujet et qu'on me laissait prendre plus d'initiatives que peut-être quand j'étais ingénieur aussi, où moi-même, par le poste, je me mettais dans une position où je devais faire valider un peu tout ce que je voulais lancer avant. Et pendant la thèse, j'ai pris beaucoup plus d'initiatives, parce que il fallait apprendre aussi à avoir ce côté-là. Donc voilà, on peut dire que c'est la petite différence entre avant et après et pendant la thèse. Tu as fait ta thèse en combien d'années? Dans les domaines biologie, c'est plutôt 4 ans, c'est ça? Normalement, c'est 3 ans en biologie. Et on peut demander une extension pour une 4e année, ou même juste 6 mois d'ailleurs, mais il faut demander un complément de financement. Mais on est plutôt en bio, on est plutôt sur 3 ans. J'ai fait 3 ans du coup.
Ok. Et comment tu l'as vécu ta période de rédaction? Parce que c'est vrai que je pense que vu que tu as travaillé 5 ans, ça devait être difficile pour toi de cette période de rédaction parce que c'est quelque chose assez éloigné. C'est plutôt quelque chose qu'on va faire pendant nos études, voilà, les licences, les masters, les mémoires, etc. Comment ça a été pour toi cette période intense et difficile? Alors j'appréhendais beaucoup, effectivement, parce que ça faisait finalement longtemps. Même si j'avais fait un rapport pour la VAE 4 ans et demi avant, enfin c'est pas la même chose qu'une thèse. Donc j'appréhendais beaucoup. Et en fait, on s'est mis d'accord sur un truc qui m'a beaucoup servi, c'est-à-dire que j'ai rédigé d'abord une revue. Donc je devais soutenir en novembre 2019 et en février-mars, on a dit ok, je rédige une revue, donc je l'ai rédigée seule, figure incluse, etc. Et du coup tout le travail bibliographique qu'il faut faire quand on rédige une thèse, je l'ai fait à ce moment-là. Et du coup ça m'a servi pour mon intro puisque j'ai pratiquement pas fait d'intro et mis ma revue de temps, enfin dans l'introduction, je veux dire. Et du coup, au moment de la rédaction, donc qui vraiment j'ai rédigé en juin, c'est allé très très vite. J'ai rédigé ma thèse en 2 mois, correction inclus. Que j'avais gagné 1 mois et demi en rédigeant cette revue 4-5 mois plus tôt. Donc, et finalement, c'était une excellente stratégie de faire ça. C'est quelque chose que je recommanderais même à d'autres étudiants, quoi. Avec du recul, vu que tu as travaillé 5 ans avant de faire ton doctorat, comment tu l'as vécu ton doctorat? Est-ce que, bon, je pense que financièrement, déjà, ça devait être différent par rapport à quand tu étais ingénieur. Donc, ça a dû être un peu difficile pour toi voilà, de te retrouver étudiante. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, puisque tu en parles, je vais commencer par le côté financier. Effectivement, passer d'un salaire d'ingénieur, 5 ans d'expérience à un salaire étudiant, voilà, c'est quand même un manque. Après, j'ai été ingénieur à Paris et quand j'ai commencé ma thèse, c'était à Montpellier. Donc déjà, on va dire que la vie est moins chère à Montpellier qu'à Paris. À Paris, ça aurait été beaucoup plus compliqué de perdre, parce que j'ai perdu presque 500 euros de salaire. Voilà. Après, sur le côté boulot, etc., j'avais la chance de connaître déjà un peu le milieu, vers où j'allais, comment ça se passait, d'avoir vu beaucoup, beaucoup de gens passer leur thèse. Donc, j'ai pu appréhender le stress de la thèse beaucoup plus facilement, en fait, qu'un étudiant qui sort du M2. Euh, et puis, j'ai eu de la chance aussi, j'ai commencé ma thèse en même temps qu'une autre dans mon équipe. En fait, on a déménagé donc de Paris à Montpellier quand j'ai commencé ma thèse en janvier 2017. Et on était 4, donc deux chefs et 2 étudiantes en thèse. Et on s'entendait super bien et on s'aidait mutuellement. Donc voilà, ça aide beaucoup quand on se retrouve en même temps avec un autre thésard, quoi. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, qui est l'entrepreneuriat et le doctorat. Donc si je te contacte aujourd'hui, c'est parce que tu as participé au concours iPhD, donc en 2019. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as fait ce concours, comment ça s'est passé et tout d'abord quelques mots sur en quoi consiste le concours iPhD? Alors le concours iPhD, donc en 2019, c'était la première édition de ce concours-là, qui vise à promouvoir des étudiants, enfin des doctorants ou tout jeunes doctorants qui ont un projet de valorisation issu des travaux de leur thèse. Nous, dans le labo, donc comme j'expliquais, un de mes projets de thèse était un développement technologique qui était brevetable, permettait de quantifier l'infection HIV et on s'est rendu compte que ça marchait bien pour HIV, mais qu'en plus de ça, on pouvait appliquer notre technologie à la détection de l'activation du système immunitaire. Donc ce qui est la première barrière, première ligne de défense de notre corps, et que du coup, en l'appliquant, on pouvait se dire, bah tiens, si des gens développent des candidats médicaments, ils ont forcément besoin de savoir si ça active correctement le système immunitaire, et du coup, on pourrait proposer notre technologie à cette application-là.
Donc on était déjà depuis voilà ma troisième année en train de discuter avec une SAT, donc une société d'accélération et de transfert de technologie, pour obtenir un programme de maturation pour développer notre technologie sur le système immunitaire. Et dans ce cadre-là, je savais que j'allais avoir un contrat d'1 an suite à ma thèse pour ce projet-là. Et on a entendu parler donc du programme, du concours ePhD par des mails dans l'institut. Et on s'est dit, bah voilà, ça colle parfaitement avec mon profil. Et en même temps, un côté visibilité pour le projet. Mais surtout, moi, j'y ai vu le côté ce que j'allais gagner moi personnellement aussi. Parce que grâce au concours ePhD, en fait, on gagne une formation dans l'entrepreneuriat. Parmi un catalogue, je crois qu'il y a une vingtaine de formations différentes partout en France, qu'on peut faire aussi en visio, etc. Avec des partenaires comme HEC, Polytechnique, donc des grandes écoles parisiennes. Et on gagne aussi un mentorat avec des entrepreneurs qui sont déjà passés par toutes les étapes entre de la genèse d'une idée à en faire une entreprise. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, si je le fais pas pour ce projet-là de thèse, je me dis, c'est une formation qui me servira de toute façon toute ma vie. Donc, allons-y, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut déjà avoir une idée bien précise dans laquelle on veut se lancer? Par exemple, si on travaille sur un sujet de thèse précis, mais qu'on ne voit pas forcément comment on peut le développer sous forme de start-up ou voilà, dans une aventure entrepreneuriale, est-ce que tu crois qu'on peut quand même se diriger vers ce genre de concours avec une autre idée qui n'est pas forcément liée à notre domaine de thèse ou notre thèse en elle-même, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué, tu penses? Alors, je dirais que pour l'e-PhD, vu le dossier et puis un peu le but, c'est vraiment, il faut que ce soit une idée qui est issue des travaux de thèse. Par contre, il existe beaucoup d'autres associations, réseaux pour des étudiants entrepreneurs. Juste le fait d'être étudiant peut permettre d'avoir un statut. Si on a une idée sur autre chose, je dis n'importe quoi, une application smartphone, un projet un peu plus écologique alors qu'on travaille dans un labo de bio. Enfin voilà, même si ça n'a pas à voir avec le sujet de thèse, si on a envie d'entreprendre, il existe aujourd'hui beaucoup de moyens pour se faire accompagner sur une idée, etc. Comment ça s'est passé au niveau... bon, je suppose que ta directrice de thèse, elle était tout à fait partante, mais c'est vrai que souvent, voilà, c'est vraiment le monde académique, on parle que de ça après la thèse, on parle très peu, enfin, en tout cas, selon la discipline, on parle très peu des débouchés dans l'industrie et encore moins dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu penses que tu as été jusqu'au bout parce que justement, tu as été très bien encadrée? Est-ce que si tu avais été moins soutenue, tu l'aurais quand même fait toute seule, ce concours? Quand je dis moins soutenue, si ton directeur ou ta directrice de thèse ne t'avait pas forcément dit vas-y fonce, est-ce que tu l'aurais quand même fait? Ou est-ce que ça a vraiment été une volonté de ton équipe encadrante de te pousser vers ce type de concours? Bah, c'est moi qui ai vu l'information passer et qui en ai parlé à mes chefs. Et c'est vrai qu'ils étaient tout de suite, ma directrice de thèse était tout de suite partante. Tout en me disant de toute façon c'est bon à prendre quoi que tu décides de faire, que ce soit si on mature ton projet de thèse ou pour autre chose, c'est toujours bon à prendre pour toi. Donc elle a toujours été dans la valorisation non pas que des projets de recherche mais aussi des gens avec qui elle travaillait et donc de moi en l'occurrence. Est-ce que je me serais lancée toute seule dans le concours si on m'avait dit non? C'est difficile de répondre parce que comme j'ai eu un oui tout de suite et qu'on était tous dans la même dynamique, en fait, je me suis même pas posé la question est-ce que je le ferais toute seule, quoi. Moi, j'aime bien dire que le doctorat, c'est un diplôme quand même qui forme à l'entrepreneuriat parce qu'on gère un projet, on apprend à gérer notre temps, on peut également manager d'autres personnes, par exemple si on a des stagiaires, etc. Comment toi, tu le ressens, le lien entre le doctorat et l'entrepreneuriat? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, hein. Il y a le côté gestion de projet, gestion du temps aussi. Management de personnes, effectivement, parce que souvent, quand on est en thèse, on encadre des stagiaires.
Après, je pense que ce qui manquerait, et tout dépend après encore une fois des écoles doctorales, des formations qu'on fait aussi pendant notre doctorat. Ici à Montpellier, en tout cas, je pense qu'on a de la chance parce qu'il y a un réseau d'entrepreneuriat assez développé et l'école doctorale propose beaucoup de formations transverses et encourage même les formations transverses pendant la thèse, pas que des formations techniques en relation avec son doctorat. Et donc du coup, je dirais que il faut s'ouvrir l'esprit le plus tôt possible dans sa thèse pour se rendre compte vraiment que finalement, oui, le doctorat ouvre beaucoup de portes différentes et pas que après la thèse, je vais faire un postdoc et puis je vais partir à l'étranger et je vais passer les concours. Tu penses que c'est plutôt ton doctorat ou tes expériences et ta maturité que tu as acquis pendant tes 5 années de travail avant ton doctorat qui t'ont poussé à avoir cette fibre entrepreneuriale? Je sais pas vraiment parce que je pense qu'effectivement peut-être la maturité et l'expérience aident beaucoup à être plus sûr de soi. Maintenant jusqu'à ma 3e année de thèse, je savais pas que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant que vraiment je suis rentrée dedans, j'ai commencé pas mal de formations depuis donc l'EPHD et puis je continue encore maintenant. Je me dis pourquoi pas, c'est maintenant ou jamais. Tant on est jeune, on va après la thèse, en général, bon, à part moi, je suis un peu plus vieille parce que j'ai beaucoup bossé avant, mais en général, quand on sort de son doctorat, on a 27-28 ans, on a le temps de se lancer, et puis tant pis si ça marche pas, on aura essayé, on aura rencontré beaucoup de gens, on sera fait un réseau, et au moins on sera allé voir toutes les possibilités qui s'offraient à nous pour vraiment se rendre compte qu'est-ce qui est fait pour nous. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est bon de tenter, quoi. Bah, parfaite transition. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ton projet, que ça en est, à quelle étape tu es et est-ce que ça a été un peu difficile de se lancer, les débuts, malgré le concours IPHD qui t'a beaucoup aidé, en tout cas qui t'a formé? Alors, donc mon projet, il s'appelle Alpha Centauri. Nous avons développé une technologie qui permet, comme je disais, de mesurer l'activation du système immunitaire. Donc c'est une technologie qui est en cours de brevetabilité. Enfin, on a déposé le dossier de brevet et on aimerait pouvoir développer une start-up de service de criblage au débit de molécules qui seraient de potentiels médicaments. Sur des maladies du système immunitaire, comme par exemple les lupus, les interféronopathies, mais aussi des infections virales, typiquement HIV, le Covid-19, voilà. Où on en est actuellement, on est en phase de maturation du projet, donc c'est-à-dire qu'on est soutenu par une SAT qui finance du coup la preuve de concept du projet. On est très en amont de la création d'entreprise pour l'instant, mais il faut y penser, on va dire même pendant une maturation. Si on veut vraiment se lancer, il faut déjà penser à une start-up et commencer à se former. Donc moi, j'avais au début un peu peur quand j'ai eu l'IPHD en me disant c'est peut-être trop tôt par rapport à la maturation technique. Mais finalement, ça m'a permis aussi de voir quelle orientation j'allais mettre dans ma maturation pour en faire une entreprise derrière qui pouvait marcher. Donc voilà, et donc cette maturation va finir en juin 2021. Moi, mon contrat s'arrête en décembre. Et en fait, sur les 6 derniers mois, pour vraiment me consacrer à le montage du projet de la création d'entreprise, on a privilégié d'employer une technicienne vraiment pour faire les manips, pour que moi, je me dégage du temps pour vraiment créer la boîte. Donc, ça va passer par aller voir les réseaux sur place locaux d'incubation, les programmes comme ça d'incubation. Donc ici à Montpellier, c'est le BIC de Montpellier. Qui propose des accompagnements, voilà, pour les projets de start-up toutes jeunes créées ou qui vont être créées dans les 2 ans. Et l'idée, c'est ensuite d'être incubé pendant quelques années dans le laboratoire académique, avoir un contrat de collaboration avec eux pour le côté R&D qui est encore en cours et d'avoir les premiers clients en création de la boîte avec de la chance si tout se goupille bien fin 2021 début 2022.
Alors du coup, ma question sera certainement bête, hein, mais à quoi ça ressemble ton quotidien pendant la période de maturation? Donc par exemple, tu es au laboratoire et tu fais des tests pour voir si ton concept, ton idée fonctionne. Et je suppose du coup, tu fais un peu comme si tu étais encore en doctorat. En fait, tu essayes de prouver des concepts, non? Oui, c'est ça. Alors en fait, la phase de maturation, quand on est en phase de maturation avec une SAT, on définit avant des objectifs à atteindre pour la fin de maturation. Donc nous, on avait pour objectif d'établir nos lignées cellulaires qui nous permettent de faire notre méthode, de détecter l'activation du système immunitaire, de cribler des molécules pour faire la preuve que effectivement notre système permettait bien de détecter l'activation du système immunitaire. On appelle tout ça, c'est des work packages en fait qui sont discutés en amont avec la SAT avant d'obtenir le financement. Et donc oui, concrètement, moi j'ai été embauchée comme du coup ingénieur maturation pour faire les manips et faire tout ça. Donc au labo, je fais les manips. Et à côté de ça, voilà, je fais des formations sur l'entrepreneuriat. Je contacte des fournisseurs potentiels. Là, je suis dans une phase d'essayer de contacter des clients potentiels, etc., pour faire connaître un peu notre projet et essayer de voir, de monter ce qu'on appelle le business plan, faire une petite étude de marché pour voir la faisabilité du projet. Voilà. Et l'idée, c'est de commencer à postuler sur des subventions et de présenter le projet à des investisseurs pour pouvoir créer la boîte et avoir les subventions ensuite pour pouvoir travailler et développer ce projet. L'avantage, c'est effectivement de bénéficier des locaux. Donc, c'est des contrats qui se font avec les instituts et aussi d'être au plus près du coup des cofondateurs que sont mes deux directeurs d'équipe qui sont aussi co-inventeurs du brevet qu'on a déposé pour avoir leur concours scientifique. Donc eux sont chefs d'équipe, veulent rester dans la recherche fondamentale, mais ils vont participer, voilà, ils seront conseillers scientifiques de l'entreprise et du coup de pouvoir travailler ensemble dès le début de la genèse de la start-up. Donc ça veut dire que tes cofondateurs, ils sont aujourd'hui dans un laboratoire de recherche académique et en plus à côté, ils travaillent dans un projet entrepreneurial. Alors oui, exactement. Ben, pour l'instant, l'entreprise n'est pas créée, mais en fait, il faut savoir que quand on est chercheur, on a le droit d'avoir ce qu'on appelle un concours scientifique pour une entreprise privée. Alors, je sais plus exactement le pourcentage, puisqu'en plus c'est en train de changer avec la nouvelle loi de programmation pour la recherche, mais je pense que ça doit être à hauteur de 20% de son temps. Un chercheur peut le consacrer pour faire du conseil scientifique auprès d'une entreprise et du coup avoir un peu cette double casquette aussi. Est-ce que tu as un avis, toi, sur justement cette idée du chercheur qui est dans l'académie et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut exporter ses idées, ses concepts, soit via des startups ou même via l'industrie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas assez en France pour l'instant et on voudrait que ça se développe plus, mais soit voilà, les chercheurs, soit ils n'osent pas tout simplement, ou des fois ils savent pas comment faire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a une ou deux générations au-dessus, c'était plus une question de non, chacun son corps de métier, etc. Maintenant, je pense que c'est plus une question c'est pas qu'ils veulent pas se lancer, mais c'est qu'ils connaissent pas. Et je pense qu'il y a aussi alors maintenant de plus en plus, donc que ce soit par les directives CNRS ou INSERM ou par les nouvelles lois comme la loi de programmation pour la recherche qui a l'air d'encourager les partenariats entre public et privé, etc. Donc ça, je pense que voilà, il y a plus cette dichotomie public-privé, en tout cas de moins en moins. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de beaucoup de ce qu'on fait comme type de recherche et je pense aussi un peu de cette fibre déjà de base qu'on a ou qu'on n'a pas en fait. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des doctorants qui commencent leur thèse par rapport aux débouchés possibles? Oui. Alors maintenant, il y a
y a beaucoup de possibilités pour se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'académique après une thèse. Dans mon institut, je sais pas si c'est le cas partout, mais dans mon institut, c'était fait et on peut trouver maintenant, donc que ce soit sur des podcasts comme le tien ou beaucoup de sources donc nous on appelle ça Career Outside Academia Symposium, où régulièrement on a des exemples de gens qui ont fait une thèse et qui maintenant font carrément autre chose. Ils sont soit dans le privé, soit ils ont monté une boîte, ou ils sont partis en recherche clinique alors qu'à la base ils étaient en recherche fondamentale. Enfin voilà. Donc je pense qu'il faut dès le début de sa thèse s'intéresser aux autres débouchés, qu'il faut profiter des formations obligatoires pendant son doctorat pour aller regarder autre chose plutôt que de dire ah bah tiens je vais faire la formation je sais pas expérimentation animale ou ce genre de choses. Il faut plus en profiter pour faire ce genre de choses, ce genre de formation. Et je sais pas non plus si c'est le cas dans toutes les écoles doctorales, mais nous on avait aussi des formations sur les bilans personnels, se connaître, etc. Qui sont en général faites par des psychologues du travail ou ce genre de choses, et qui permettent aussi de mieux se connaître et du coup de savoir, ça permet de se positionner et de savoir est-ce qu'on est vraiment fait pour tel ou tel type de travail. Et c'est bien de le savoir le plus tôt possible. Parce que ça peut arriver qu'on depuis la licence on dit je vais faire une thèse, et en fait quand on se retrouve en thèse, donc on est resté plus que 6 mois dans un laboratoire et qu'on voit le quotidien, la pression, etc. que ça peut engendrer, on peut se retrouver avec un gros coup sur la tête en disant ben non mais je peux pas faire ça et du coup qu'est-ce que je vais faire, et voilà, je pense que c'est là où psychologiquement ça devient difficile, et du coup dès le début de la thèse je conseille aux gens d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Moi je discute beaucoup aussi avec les M2 du coup qui sont moi je vais faire une thèse l'année prochaine, essayer de transmettre aussi aux étudiants qui sont encore en stage un petit peu tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme possibilité, quoi. C'est vrai que moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça quand j'étais en master. On me parlait très, très, très peu du doctorat et je regrette vraiment d'avoir eu des interlocuteurs qui étaient capables de me dire vraiment qu'est-ce que c'est le doctorat, et que le doctorat, c'est pas juste ne plus avoir de vie, ne plus sortir et rester dans son laboratoire. Mais souvent, c'est l'idée qu'on a, et c'est vrai que je déplore, enfin, en tout cas, à mon époque, j'ai pas eu trop d'informations et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, je pense que c'est peut-être aussi le système master 2 où on est très la recherche c'est super, si vous faites un master c'est pour faire une thèse, alors que non, pas forcément, et puis ça dépend des affinités, et puis c'est bien d'avoir une idée, de discuter avec d'autres doctorants, parce que chaque doctorant a aussi son vécu personnel d'une thèse, parce que je pense que c'est très dépendant de son laboratoire, de son unité et de son directeur de thèse. Donc c'est bien de discuter, profiter du stage, pas que pour faire des manips, mais pour discuter avec des doctorants pour savoir si vraiment vous voulez faire une thèse ou pas, quoi. Du coup, parfait. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des étudiants qui soit veulent se lancer en doctorat mais savent pas vraiment qu'est-ce que c'est un doctorat et qu'est-ce que ça va leur apporter, ou soit des étudiants qui savent pas trop quoi faire après leur master? Dès le master 1, en fait, de commencer à se renseigner, prendre des contacts, aller faire un tour sur les sites internet des unités, contacter des doctorants, ça coûte rien, envoyer un mail. La plupart des doctorants, en fait, seront plus que ravis de répondre à vos questions, que ce soit par mail ou prendre 10 minutes par téléphone pour vous donner son retour d'expérience. Ça vous coûte rien, ça vous permet de vous ouvrir un peu l'esprit et d'essayer de le faire le plus tôt possible pour justement se donner un peu un panorama de ce qu'on peut faire, parce que le doctorat c'est bien, mais c'est aussi peut-être pas fait pour tout le monde. Après le doctorat c'est bien aussi parce qu'une fois qu'on l'a fait, on a quand même on acquiert beaucoup de compétences diverses et transverses, qui sont pas applicables uniquement dans un laboratoire de recherche. Il faut bien le garder en tête, c'est-à-dire que même si on se lance dans une thèse,
On peut faire beaucoup d'autres choses derrière. Donc, si on n'est pas sûr, etc., faire une thèse, oui, peut-être, mais faire une thèse, c'est pas que pour être dans la recherche. Donc, ça peut amener sur autre chose. Petite question bonus, est-ce que quand l'entreprise sera créée, tu penseras à embaucher des doctorants ou pas? Alors, oui. Oui, vraiment. Je vais être honnête pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, les doctorants, je pense que la thèse, c'est une formation qui permet d'apprendre la gestion du temps, bon, comme on l'a dit, hein, gestion du temps, gestion de projet, management, mais aussi beaucoup la résilience. Je pense que c'est une des qualités principales des doctorants. Et en fait, dans une entreprise, surtout dans une jeune start-up, on est embauché pour un poste, mais finalement, on fait peut-être un peu tout. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Je l'ai pas encore créée, mais c'est la vision que j'en ai au départ. Et surtout, je pense que le doctorat, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, avec mes collègues doctorants, on a un esprit d'équipe entre doctorants. Dans une petite start-up, on a besoin de cet esprit-là. Et la deuxième raison, je vais pas te mentir, la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, avec le crédit impôt recherche, quand on embauche des jeunes doctorants, ils coûtent pas grand-chose. Et du coup, on peut avoir des compétences pour pas très cher. Du coup, on a tout à y gagner à embaucher un doctorant. Très bien, merci Juliette. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un deuxième invité pour continuer cette mini-série. En attendant, prenez bien soin de vous et force et honneur pour vos thèses.